qu'il y a énormément de journalistes qui les ont appelés. Et à un moment, elles se sont dit, voilà, on va parler, on va s'exprimer au moins une fois pour toutes. Et ce sera dans TPMP. Michel, juste avant, on va parler de cette affaire. Le corps d'un homme retrouvé dans une valise à la gare d'Austerlitz. Que s'est-il passé ? C'était samedi dernier, samedi 11 mai. Les pompiers sont appelés vers 22h, 22h30 pour un incendie. En fait, c'est sous le pont d'Austerlitz, au pied du quai de la Râpée, où se trouve le fameux institut médico-légal. Et donc les pompiers font leur boulot, ils éteignent l'incendie. C'est plutôt un feu de poubelle, hein, c'est un endroit fréquenté par des SDF. Et après avoir éteint le feu, ils font des constatations et découvrent une valise en plastique à moitié calcinée, enfin pas entièrement calcinée. Et à l'intérieur de cette valise, ils découvrent un tronc humain. Et un peu plus loin, des membres, les 2 bras et les 2 jambes. En fait, le corps est complet, mais il a été démembré. Donc, évidemment, la police judiciaire est appelée. L'identification de la victime a été assez rapide parce qu'il était connu des services de police. Donc, par son ADN, on a eu son nom et son adresse. Et alors que l'enquête démarrait, le lendemain, un individu d'une trentaine d'années qui se prénomme Marc s'est constitué prisonnier au commissariat de la Défense pour dire qu'il était l'auteur de ce crime épouvantable. Et le scénario est à peu près le suivant. On sait maintenant, grâce à l'autopsie, que la mort remonte à la nuit du 4 au 5 avril. Et Marc en question était l'auxiliaire de vie de la victime, qu'on prénomme Olivier, qui était âgé de 56 ans, qui était malade, handicapé, sur un fauteuil roulant, avec une sclérose en plaques. Et ils s'étaient rencontrés au bistrot, et puis ils étaient devenus un peu copains, et puis du coup, il lui rendait service. Jusqu'à cette soirée où les choses se sont mal passées, probablement pour une histoire d'argent, parce qu'Olivier n'avait pas beaucoup d'argent et donc avait du mal à payer son auxiliaire de vie. Et du coup, il a reconnu en garde à vue l'avoir frappé, étranglé. Et là où c'est épouvantable, c'est qu'il a dissimulé le corps sous son lit, parce qu'il habitait en réalité, comme il était SDF, ça l'arrangeait, il habitait au domicile, boulevard Henri IV, donc juste à côté de la garde républicaine. Il habitait chez la victime, donc chez Olivier, qui avait 56 ans. Et après l'avoir tué, il est resté avec sa compagne pendant 1 mois et demi, à dormir toutes les nuits là dans cet appartement. Et puis gêné par les odeurs, et puis les voisins commençaient à se poser quand même sérieusement des questions. Et donc samedi dernier, le 11 mai, il a entrepris de démembrer le corps dans la salle de bain. En l'absence de sa compagne, il a rangé le corps comme il a pu dans cette fameuse valise. Et le soir venu, à la tombée de la nuit, donc vers 22h à peu près, il a traîné le corps à environ 150 mètres. On voit la garde républicaine par rapport au quai de Seine. Il y a 150 mètres à parcourir. Il a traîné cette valise jusqu'au pied du pont d'Austerlitz. Et il a arrosé ça d'un produit inflammable et il a mis le feu. Incroyable. Et ce qui est terrible, c'est que Olivier n'acceptait que lui, que cette personne comme auxiliaire de vie. Et il ne supportait pas les autres, il l'avait choisi lui avait donné toute sa confiance. Et ça se termine comme ça, l'histoire est hallucinante. Bon, il a été déféré, là la justice a œuvré, oui, bien sûr. Il est en détention. Alors, incroyable. Pardon. C'est incroyable, c'est encore une histoire incroyable. Au départ, on croyait que c'était un crime parce qu'on retrouve un Coran avec une casquette. Donc, évidemment, les enquêteurs se posent la question. Moi, j'ai contacté l'avocate de la famille de la victime, Caroline Wasserman, qui s'est refusée à tout commentaire, mais qui m'a dit que ça n'avait rien à voir avec un crime religieux islamiste. Voilà. D'accord, et pourquoi ils ont voulu le Coran était là, mais apparemment, il n'est pas en lien avec il a voulu faire croire ça, ou même pas, non? Comment? Il a voulu faire croire ça, ou même pas? Non, je suis pas sûr, non. Je pense qu'il y avait le Coran qui était là, et puis l'autre a déposé la valise à cet endroit-là. Il avait voulu faire croire, voilà. Non, je crois pas, c'est une coïncidence, a priori. Même pas. Et sa compagne est au courant? Alors, sa compagne, c'est compliqué parce qu'elle est sourde-muette. D'accord. Et elle est, a priori, pas inquiétée par l'enquête. C'est-à-dire qu'elle n'était pas là quand, a priori, elle n'était pas là quand les faits de violence se sont passés, c'est-à-dire l'homicide volontaire. Et elle n'était pas là non plus lorsqu'il a découpé le corps, pas plus qu'elle ne semblait être là
au moment où il s'en est débarrassé. Donc elle a dû être entendue, je pense, par la police, mais elle a été, en tout cas, elle n'a pas été inquiétée. C'est incroyable. C'est incroyable, franchement, c'est fou. Mais donc, quand il y avait le corps, elle a pas vu qu'il y avait le corps, les odeurs. Elle devait bien sentir que. Ah ouais. Mais en même temps, bon, elle est sourde-muette, je ne sais pas très bien. On est quand même dans un milieu. Alors, il fréquentait beaucoup les bistrots, il fumait beaucoup de cannabis. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'ils se sont connus, parce que Olivier était un gros consommateur de cannabis et Marc était un peu son dealer. Donc, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'ils s'entendaient si bien. Et il était devenu totalement irascible depuis sa maladie, depuis sa sclérose en plaques. Il a dû quitter un appartement qu'il aimait bien dans le 10e parce que le fauteuil passait pas. Donc on lui a trouvé un logement boulevard Henri IV, qui est quand même un joli quartier, mais bon, a priori, c'était pas son quartier où il avait ses habitudes. Et puis voilà, il avait l'habitude donc d'aller boire des... Il aimait bien être aux terrasses de café, de discuter avec tout le monde, et c'est comme ça qu'il a connu Marc. On va parler d'une chose complètement différente avant, bien sûr, de parler de ce drame qui s'est passé lundi. Autre chose, mais c'est vrai que c'est une image qui a fait énormément parler, c'est cette affaire de concert de Dadju et Taïk dans un centre commercial qui a dégénéré. Je ne sais pas si vous avez vu les images. On regarde ça. Alors, Gilles, Oui, alors on a frôlé le drame, même plusieurs drames. Donc c'est dans un centre commercial à Lyon, c'est un concert privé, il y a 3000 personnes qui sont là et les étages, évidemment, du centre commercial sont bondés. À ce moment-là, Dadju et Taïk arrivent et il y a un fan qui va se jeter sur Dadju, ce qu'on a vu, ce qu'on voit derrière vous là. Donc il se jette à son cou, mais il l'enserre très fortement. Mouvement de panique, la sécurité intervient, on va dire quand même un peu tardivement. Donc il y a des mouvements de foule, il y a une sorte d'hystérie. La performance a quand même lieu, mais après, Dadju et Taïk devaient rester, donner des interviews, participer un peu avec le public. Ils ont été immédiatement évacués. Alors la direction du centre commercial se défend en disant la sécurité a été assurée, il n'y a pas eu de drame. Mais franchement, on n'en était pas loin, parce qu'on voit que c'est, de mon point de vue et du point de vue des gens qui s'occupent de sécurité, absolument pas maîtrisé à aucun niveau. On pouvait se ruer sur les stars et éventuellement, là c'est pour se ruer à son cou, mais éventuellement les agresser. Et par rapport à la densité de public, c'était dangereux aussi. Très serré, Voilà. Il y a eu des malaises, il y a eu des mouvements de foule, il y a eu beaucoup de problèmes. Énormément de tensions. Il y a aussi énormément de gens qui nous demandent qu'est-ce qui s'est passé.